on s'intéresse aux perspectives démographiques, c'est-à-dire à ce qui nous attend dans les 20 prochaines années, pardon, il y a évidemment un phénomène de vieillissement démographique qui est important et qui fait que le nombre de personnes âgées dépendantes risque d'augmenter. Derrière ce mécanisme de vieillissement démographique, il y a en fait deux effets qu'il faut bien distinguer. Il y a un effet qui est lié à l'allongement de l'espérance de vie aux âges élevés et qui est majeur en France, puisqu'en gros on dit que si vous avez déjà atteint 60 ans, votre espérance de vie augmente de 3 mois par an. Donc c'est pas négligeable. Le deuxième effet, c'est la question de la taille des générations qui arrivent à l'âge où la dépendance peut vous tomber dessus, si j'ose dire. Et là, la question, c'est plutôt l'arrivée vers 75-80 ans de la génération des baby-boomers. Jusque-là, les cohortes ne sont pas spécialement grosses. Donc vous faites un calcul rapide, 75-80 ans pour les baby-boomers, c'est 2025. Donc en gros, ça veut dire que jusqu'à 2025, il n'y a pas d'urgence particulière. L'accroissement qu'on peut attendre des dépenses de dépendance est tout à fait raisonnable. En revanche, à partir de 2025, ça devrait augmenter 2 à 3 fois plus vite. Et donc là, il y aura une vraie question à se poser pour financer les dépenses de dépendance. D'ici à 2025, on a effectivement le temps de se poser la question de comment organiser le financement avant qu'il y ait une vraie pression. En fait, cette question, on peut la découper en 4, parce qu'il y a en gros 4 grands financeurs possibles. Tout d'abord, les personnes âgées qui sont touchées elles-mêmes. Dans quelle mesure veut-on les mettre à contribution pour financer leur prise en charge ou les aides qu'elles utilisent? Deuxième financeur, évidemment, la famille, et sous différentes formes, c'est-à-dire soit financièrement, soit en temps, ce qui est aussi une contribution. Troisième financeur, nous tous, c'est-à-dire qu'il y a aussi une option qui est de financer solidairement par nos impôts et par nos cotisations sociales, qu'on soit touché ou pas directement. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a un quatrième type de financeurs qu'on oublie souvent, qui sont les salariés du secteur, auxquels on peut accorder des salaires plus ou moins élevés, des conditions de travail plus ou moins favorables et à qui donc on peut aussi demander un effort plus ou moins grand. De ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a pas de mystère. Il faut bien se dire que une meilleure qualité de vie pour les personnes âgées dépendantes et de meilleures conditions de travail pour les salariés du secteur, ça a un coût et que la question c'est jusqu'où on est prêt à financer ce coût. Là-dessus, il faut un débat de société. Il n'y a pas de réponse vraie et unique. C'est une excellente question. On sait déjà qu'il va y avoir une énorme pénurie de main-d'œuvre en 2025, peut-être même avant. Ça a deux conséquences, on va dire. La première, c'est que s'il n'y a pas d'afflux de main-d'œuvre sur le marché du travail dans ce secteur, il va falloir que les salaires montent. Et si les salaires montent, le coût de la prise en charge va augmenter. L'autre possibilité, c'est une ouverture des frontières, comme ça a été fait en Italie, qui a été confrontée au même problème. Et aujourd'hui, dans le secteur de l'aide à domicile en Italie, il n'y a en gros que des Yougoslaves, ou en tout cas des gens qui viennent d'Europe centrale et orientale. Donc une autre option, c'est ça. Le gouvernement a mis en place depuis plusieurs années des programmes pour essayer d'attirer les jeunes et les hommes vers ce secteur, parce qu'une des particularités de ce secteur, c'est que effectivement l'employé type, c'est une femme sans qualification de 50 ans. Et ça n'existera bientôt plus, heureusement. Et il va falloir trouver d'autres profils pour remplacer. Il y a des travaux intéressants sur l'arrivée des hommes dans le secteur, le type de place qu'ils peuvent prendre, le type de service qu'ils peuvent rendre. Il y a des travaux intéressants aussi sur la question de la qualification et comment essayer de rendre ces emplois plus attirants, on va dire. Sur les jeunes, il n'y a pas grand-chose. Je pense qu'en France, le caractère hybride qui prévaut actuellement dans le financement public
de la dépendance va être conservé. Je pense qu'on ne pourra pas départager les tenants d'une logique assurance maladie des tenants d'une logique aide sociale, et donc on gardera ce système un peu mixte. Ça n'est pas qu'un refus de choisir, parce que derrière cet enchevêtrement des deux logiques, on peut quand même dire que c'est que la logique n'est pas tout à fait la même pour les personnes en maison de retraite et pour les personnes à domicile. Et ça, finalement, ça peut se défendre, hein. Pour les personnes qui sont en maison de retraite, il y a un coût des soins très important. La prise en charge est beaucoup plus médicalisée. Et au titre que cette prise en charge est médicalisée, on privilégie évidemment une logique assurance maladie. Pourquoi aurait-on une logique différente pour les soins qui concernent les personnes dépendantes de plus de 60 ans et pour les soins qui concernent d'autres personnes? Donc il y a une vraie raison, hein, à conserver cette logique d'assurance maladie, au moins pour les gens qui sont en maison de retraite. En même temps, à domicile, on voit bien que puisqu'il y a des gens qui ont les moyens de faire appel à des employés de maison avant d'être dépendants, on a envie de garder cette logique-là qui du coup tire plutôt vers la logique aide sociale, en fait, hein, en focalisant plutôt l'aide sur les plus pauvres. Donc finalement, cette hybridation qui recouvre aussi deux types de prise en charge a une certaine logique et devrait perdurer, me semble-t-il. La question finalement qui se pose derrière, c'est plutôt quel mode de prise en charge l'État ou les pouvoirs publics vont-ils encourager? Autrement dit, pour l'instant, on est plutôt en faveur du maintien à domicile. On cherche plutôt à permettre aux gens de rester à domicile. Ça, c'est la version positive. Ou à empêcher les gens d'entrer en maison de retraite parce que ça coûte cher. Ça, c'est une autre version de la même histoire, hein. C'est pas dit que ce choix-là perdure, hein, en particulier pour des raisons démographiques, qui sont que avec l'allongement de l'espérance de vie, les gens atteignent des niveaux de dépendance de plus en plus lourds, où vraiment prendre les gens à domicile, ça devient une contrainte énorme pour la famille et des conditions de travail intenables pour les salariés, et c'est beaucoup plus facile de le faire en maison de retraite, hein, dans un endroit où on partage une partie des charges.